Salut tout le monde, aujourd'hui on va se demander pourquoi les animés ça marche et comment tu peux en faire un bien. S'il y a bien un truc que j'ai étudié en cours, ce sont les films et leur structure narrative et visuelle. Bon, en gros, le scénario et l'agencement des images. La chose la plus frappante avec les animés, c'est que les classiques de différents genres ne varient quasiment jamais. Notez que là je parle des gros succès et de leur structure narrative globale. Bon, parlons des shonen seulement, parce que j'ai la flemme de parler de tous les types d'animés, et surtout, je m'y connais moins vu que je regarde pas du tout. Il s'agit quasiment toujours d'un héros qui a la figure de l'élu, et qui doit redoubler d'efforts pour battre des ennemis de plus en plus forts, accompagnés de ses amis. Bon, ça c'est la définition la plus basique possible. D'ailleurs, quand je parle de la figure de l'élu, en fait, c'est pas forcément un mec qui a tout, qui a des dons magnifiques, c'est souvent un mec qui charbonne dur pour avoir justement des capacités physiques ou des capacités hors normes dans son domaine, et donc qui a ce délire de méritocratie, mélangé avec le fait d'avoir une capacité différente des autres et unique qui font justement les héros de shonen. D'ailleurs, parlons vite fait de l'arnaque qu'est Naruto. C'est pas du tout un self-made man. Naruto, il a le chakra d'un démon renard à 9 queues et c'est un fils de Hokage. Donc globalement, c'est la plus grosse arnaque de cette figure de l'élu. Après, ça reste un héros classique dans le fait qu'il y a une méritocratie et qu'il doit redoubler d'efforts justement pour se faire intégrer et intégrer le monde dans lequel il évolue. Après, voilà, c'est pas un self-made man, c'est justement un personnage un petit peu différent mais qui répond quand même à ce standard de méritocratie et d'efforts pour s'intégrer dans le monde. En tout cas, c'est si classique et signé que cette structure devrait juste pas fonctionner. Et pourtant, ça fonctionne à chaque fois. Déjà, commençons par reparler de la suspension consentie de l'incrédulité. On en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais c'est important de rappeler le concept. Dans la situation initiale du film, et ensuite tout du long, des règles sont établies. Le spectateur arrête consciemment, même si inconsciemment d'abord, de croire justement que ce monde est factice, et commence à croire en sa véracité. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai eu ce cours avec un prof incroyable. Il nous a dit, voilà, appelez-le la Goya. Quel terme magnifique, on était tous là. La Goya, monsieur. Oh non, ce film brise ma Goya. Oh, je suis tellement bien dans ma Goya. Après, il s'est retourné vers nous et il a dit, bon, les enfants, j'ai vu ce mot dans une papillote et je l'ai trouvé grave drôle, donc ça reste dans ce cours-là, d'accord? Voilà. Lyon, les études pas toujours fiables. C'est du coup au travers de ce biais-là qu'un faux raccord nous saute directement aux yeux. Prenons l'exemple basique de One Piece. Imagine maintenant Luffy, il vit, tu vois, dans un monde de pirates, dans une ère qui est totalement différente des nôtres, avec justement une temporalité différente et aucune technologie connue. Maintenant, Luffy, là, il prend dans sa poche son iPhone Rose Gold. Honnêtement, j'ai comme un doute sur le fait que ça te fasse pas tiquer et sortir totalement de l'histoire en mode « Mais attends, qu'est-ce qu'on me raconte? C'est pas du tout cohérent avec ce que je viens de voir. » C'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui nous font sortir des films ou alors justement des animés. Il faut que tout soit cohérent selon les règles. Et c'est ça qui fait rentrer dans une série ou un anime. Donc, ces règles, elles nous permettent de plonger dans l'histoire. Et hop, nous nous mettons à y croire. D'ailleurs, l'opening ou la présentation globale dans l'épisode pilote, ça nous met souvent dans le bain et ça nous plonge directement dans le monde. D'ailleurs, si on rajoute à ça les openings qui te spoilent allègrement tout, globalement les openings te situent extrêmement bien dans l'univers et en plus de l'épisode pilote, ils te permettent de plonger directement dans le monde qu'on te présente. Bon, maintenant, vous avez un monde que vous avez fait comprendre avec des règles basiques, une temporalité. Par exemple, dans One Piece, il y a des bateaux, des pirates, c'est comme ça que ça fonctionne, avec des fruits du démon. Dans MHA, par exemple, 80% des personnes, ils ont des super pouvoirs. Donc maintenant que vous avez inscrit ce monde dans l'imaginaire du spectateur, il faut qu'il y reste. Parce que oui, le spectateur, il veut bien rester dans ce monde, mais il faut qu'il s'identifie. Et à qui s'identifier? Au personnage principal. Donc, comment construire son personnage principal? Premièrement, on prend quasiment toujours un personnage loser dans un monde où il y a des codes bien définis. Donc, des gens qui se sentent mis à l'écart et qui tentent de s'imposer dans un monde avec des codes bien définis. On a une cible prédéfinie, des adolescents, des jeunes adultes, et on va devoir justement faire un héros qui leur correspond. Alors, quand on choisit un héros, quoi de mieux qu'un héros justement qui part du fond et qui va se battre avec une ambition démesurée pour prendre le pouvoir dans ce monde et même juste conquérir les hautes sphères et enfin être reconnu. C'est pour ça qu'au début de My Hero Academia, Deku n'a pas de pouvoir, que quand Luffy il bouffe un fruit du démon, lui c'est le fruit du caoutchouc, et que Hinata dans Haikyuu il fait 1m10 alors que son sport de prédilection c'est le volleyball. Ouais, c'est vachement triste. Mais ça c'est le début, et justement ça permet de s'identifier à un personnage qui est autant exclu au début. Bref, le héros va donc lutter contre l'exclusion évidente à laquelle il va faire face. Mais qui l'exclut? Les élites. Parce que oui, votre monde va devoir avoir des élites qui, justement, oppriment le héros. D'ailleurs, il peut très bien y avoir un rival. Par exemple, Yuno, c'est le rival d'Asta dans Black Clover, et Yuno, c'est son frère. Et son frère, il a tous les pouvoirs, c'est le mec le plus fort, justement. Et donc, lui, étant établi de naissance comme une élite, il va opprimer, sans faire exprès, la plupart du temps, ce héros qui est exclu des codes en représentant l'entièreté des codes. D'ailleurs, dans les mecs qui ont tout pour eux,
Ben, si on regarde dans Kuroko's Basket, Kuroko semble être un gros loser au début, alors que la génération Miracle tout entière semble être des basketteurs de génie. On peut noter d'ailleurs que Killua est un tueur pro, alors que Gon, il a une canne à pêche. Et voilà, bon. Et comme je vous disais, bah Yuno, un méga PGM de son monde, contrasta et son débardeur Team Shape. Donc ouais, inégalité. Et c'est là que doit commencer votre personnage pour justement accrocher le spectateur. D'ailleurs, si vous regardez pas mal d'animés, vous avez dû remarquer quelque chose qui découle de cette logique. En effet, quand le héros principal devient trop fort, ou alors qu'il commence à être reconnu, et ben ce que l'auteur fait, c'est qu'il il bascule sur un personnage secondaire, moins extraordinaire. On peut prendre par exemple, le meilleur exemple selon moi qui fait cette technique, c'est IQ. Ça commence vraiment avec Hinata et Kageyama, et quand eux ils commencent à se faire reconnaître et qu'ils commencent à être décrits comme hyper forts au sein du volleyball de collège, et ben leur tendu, elle nous fait presque nous dire ils sont trop incroyables pour nous. Et quand l'auteur pense que ça commence à être trop incroyable pour nous et qu'ils sont trop reconnus pour un lecteur ou un spectateur, c'est là qu'il va nous orienter vers un petit serveur attitré, un petit bloqueur à temps plein, comme Tsuki par exemple. Et ces personnages qui sont très très forts, battants, mais pas extraordinaires, c'est eux qui vont permettre de nous réidentifier dans l'anime. Alors effectivement, ça permet d'élargir le panel des personnages connus, ça permet de s'attacher à de nouveaux personnages, à en connaître d'autres, mais ça nous permet aussi de nous réidentifier et nous replonger dans l'anime. Parce que justement, si on commence à se dissocier du héros, on va perdre cette possibilité de s'ancrer dans le monde. Et c'est aussi ce pouvoir d'identification qui fait qu'on se reconnaît dans les animés. Bref, pour écrire un animé, il faut avoir donc une cible précise. Parce que oui, il faut absolument définir sa cible. C'est pour ça qu'il y a différentes catégories et que moi je parle de shonen qui est littéralement adressé aux hommes. Donc là, en vrai, vous avez quelques bases pour écrire un bon shonen qui justement permettrait de garder un monde stable et cohérent en place tout en permettant au spectateur de s'identifier du coup à un ou plusieurs personnages. Après, j'ai vraiment la flemme de vous détailler tout ce qui est justement les nœuds dramatiques majeurs, mineurs. Ça, c'est vraiment de la théorie pure de l'écriture que je vous conseille d'ailleurs d'apprendre si jamais vous voulez vous lancer dans de l'écriture, parce que c'est hyper intéressant et passionnant, les façons d'écrire des films, des séries ou même toutes sortes d'histoires. Donc je vous conseille Yves Lavandier. J'essaierai de vous mettre quelques de ses liens en description, de livres qu'il a pu faire. En tout cas, je vous conseille cet auteur parce que c'est hyper clair, hyper précis, et c'est hyper intéressant de comprendre comment sont racontées les histoires. Bref, toutes ces explications de comment écrire un shonen, ça mène évidemment à ce sentiment qu'on ressent à la fin d'un animé. Surtout quand l'animé il est un peu long et qu'on a eu le temps de se plonger longtemps dans l'univers, la fin d'un animé, c'est la sortie d'un univers dont on connaît toutes les règles. La fin d'un film, la fin d'un animé, c'est pareil, c'est un deuil. Et souvent un deuil d'un ami qu'on venait de se faire. À la fin d'Assassination Classroom, à la fin d'Hunter x Hunter, de Your Lie in April, tous ces animés qui n'ont pas de suite, c'est ces micro-deuils qui s'imposent à nous. Et selon moi, ces fins, c'est ce qui nous confronte à une des plus grandes peurs de l'homme. On a peur d'oublier ce qu'on a vécu avec les personnages, ce sentiment qu'on a eu quand ils réussissent, et surtout, ce monde qui avait des règles établies et qui nous a surpris à chaque étape et rebondissement. Et c'est dans ce final endeuillé, souvent dans une grande tension narrative, que tout s'arrête. L'animé nous laissant seuls, face à notre écran et face au générique, avec une seule question en tête. Tiens, pourquoi je pleure? 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ